Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 4e saison des Temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier temps fort de l'année. Bonjour Alexia. Bonjour Christine, bonjour à tous. Et donc pour terminer cette année, nous vous proposons de mieux comprendre la réglementation européenne de l'IA Act et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Robert Guillon, responsable juridique à la CCI de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Monsieur Guillon et merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Oui, merci. Alors, comme d'habitude, on rappelle les petites règles d'organisation. Donc, vous avez la possibilité pendant tout l'événement de participer via la rubrique de chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On va prendre un temps d'échange en fin de webinaire pour vraiment reprendre vos remarques, vos retours d'expérience, vos questionnements sur le sujet. C'est quand même un sujet complexe et qui a beaucoup de rayonnement dans notre environnement de la formation. Je rappelle que l'événement est enregistré, que vous aurez à disposition le replay d'ici quelques jours. Alors avec les congés de Noël, sûrement un petit peu plus de décalage. On va dire que vous retrouverez en 2026 le replay sur le site d'Amphore. De même que vous recevrez par mail avec nos meilleurs vœux de l'année l'infographie de synthèse que nous réaliserons à la suite de l'événement. Merci Alexia. Eh bien, Monsieur Guillon, nous vous laissons la parole pour nous donner quelques informations sur la réglementation européenne de l'IA. Merci Madame Bazin. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Robert Guillon, je suis le directeur juridique des CCI de Bourgogne-Franche-Comté. Je dirige un pôle qui s'appelle euh, Affaires juridiques et achats publics dans le cadre de la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Et il se trouve qu'effectivement, dans le cadre de mon activité, parce que je travaille aussi avec la Commission européenne, mais sur un sujet qui est complètement différent puisqu'en fait je suis un expert de fiscaliste auprès de la Commission européenne, donc ça n'a rien à voir. Mais néanmoins, je travaille aussi, de ce fait-là, je travaille avec la Commission européenne, notamment sur les sujets qui sont liés à la gestion des données et j'allais dire, de façon assez logique avec l'intelligence artificielle. La particularité, c'est que bien évidemment, mon public à moi est un public d'entreprise, spécialement entreprises industrielles et c'est la première fois que je vais m'adresser justement à comment dirais-je? À des intervenants de formation. Donc, vous voudrez bien m'en excuser. Moi, je vais positionner la problématique plutôt du point de vue des entreprises, mais vous verrez qu'il y a quand même un certain nombre de, comment dirais-je? Heu, de tenants et d'aboutissants qui pourront concerner aussi le monde de la formation. Alors, heu, je vais prendre donc en main le partage d'écran. J'ai prévu donc en fait une présentation qui sera pas très longue, parce que l'idée, c'est surtout de vous faire comprendre les grands principes justement de la réglementation, sur l'intelligence artificielle. Heu, de toute façon, on aura l'occasion, enfin, je pense qu'on aura l'occasion de creuser après par les questions parce que je pense que ce qui serait surtout très intéressant, c'est de voir qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse mettre en place justement des échanges, pour essayer de voir comment, finalement arriver à projeter les principes que nous allons dégager dans le cadre de ce règlement IA, et le projeter par rapport à l'activité aux différentes activités du monde de la formation, qui est un monde qui est à la fois, complexe et extrêmement, comment dirais-je? Extrêmement foisonnant. Alors donc nous allons est-ce que vous voyez mon c'est tout bon? Parfait, impeccable. Donc nous allons parler effectivement de l'usage éthique de l'IA. Alors pourquoi l'usage éthique de l'IA? Ah, un petit effort, toi, voilà. Je pense que vous connaissez cette image. C'est une image qui a été largement, partagée, au début de quand on a commencé à parler de, l'intelligence artificielle et la particularité, c'est que si vous regardez de près, vous avez effectivement une image. Si vous reculez votre siège, vous vous rendez compte qu'en fait, cette image dit tout à fait autre chose. En fait, cette image, elle résume en quelque sorte les craintes qui ont été évoqués lors du lancement, des premiers outils d'IA tels que ChatGPT. Hem, L'IA, du point de vue notamment des particuliers, est avant toute chose, heu, ressentie comme un risque potentiel, concernant la protection, bah, tout simplement des personnes physiques, des particuliers.
C'est une problématique qu'on a retrouvée il y a déjà quelques années, notamment avec l'entrée en vigueur du règlement sur la gestion des données personnelles, donc le règlement RGPD. Et en fait, on retrouve exactement les mêmes problématiques avec l'entrée en vigueur donc de l'IA. La Commission européenne, consciente de, comment dirais-je, de cette difficulté qui pouvait éventuellement, qui aurait pu être un frein au développement de l'IA sur le territoire européen, a tout de suite souhaité mettre en place une réglementation qui permette donc, comme son nom l'indique, un usage éthique de l'intelligence artificielle. Mais attention, usage éthique ne veut pas dire barrière, parce que le souci auquel on est confronté aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'une réglementation soit un petit peu trop contraignante et, de fait, bride les possibilités de développement et d'innovation qui sous-tendent justement la notion d'IA. C'est certainement une des grandes révolutions, comment dirais-je, du monde moderne, hein. L'IA, c'est un changement de paradigme en matière de développement économique. Donc finalement, la Commission européenne se retrouvait dans une situation qui est une situation un peu complexe parce que d'un côté, il y avait une attente très forte de la protection des intérêts des consommateurs, des particuliers, etc. Mais d'un autre côté, il fallait mettre en œuvre un dispositif qui ne soit pas contraignant ou trop contraignant pour les entreprises en termes de développement d'innovation et en termes de développement des techniques IA. Parce qu'il ne fallait pas non plus que, évidemment, l'Union européenne se retrouve, le territoire européen se retrouve à la traîne vis-à-vis de pays, par exemple, qui n'ont pas du tout les mêmes, comment dirais-je, j'allais dire les mêmes pudeurs, si on peut dire, tels que les États-Unis ou la Chine, où par contre, effectivement, la protection du particulier n'en a un petit peu rien à faire, si vous me permettez l'expression. Alors, maintenant, que contient donc ce règlement? Parce que c'est un règlement. Ce règlement, il a été adopté en fait en 2024, en juillet 2024, et ce règlement, il a pour objectif, en quelque sorte, non pas de réglementer le fonctionnement, ou plutôt la structure même de l'IA, mais plutôt de créer une espèce de garde-fou, délimiter un périmètre protégé à l'intérieur duquel l'IA peut se développer. Et le développement de l'IA à l'intérieur de ce périmètre, en fait, se fait sans, comment dirais-je, sans contrainte particulière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, les entreprises, puisqu'il s'agit bien de cela, les entreprises vont pouvoir développer et innover en matière d'IA sous réserve de respecter un certain nombre de règles. Et comme on va le voir, règles qui ont surtout pour objectif de protéger les intérêts des particuliers et des particuliers consommateurs. Alors, d'abord, ce qui est important, si vous voulez, en fait, c'est de définir ce que c'est, enfin, plutôt de donner quelques définitions. Parce que le problème qui se pose, c'est quand le règlement a été rédigé, donc il est entré en vigueur en fait en juillet 2024, il a été rédigé, comment dirais-je, le législateur européen a commencé la rédaction à peu près à partir de 2020, donc oui, un certain nombre d'années qui se sont passées. Il n'y a pas de définition précise des différents outils qui sont utilisés dans le domaine de l'IA. Donc, le règlement donne des définitions. Ces définitions, elles ne sont peut-être pas parfaites, mais au moins, elles ont l'avantage d'exister. Parce que quand on demande effectivement, y compris aux sachants, ce que l'IA recouvre, beaucoup de définitions sont données une même terminologie, des définitions différentes sont données. C'est assez compliqué. L'avantage, c'est que là, donc, ce texte nous donne un certain nombre de définitions qui permettent en quelque sorte de classifier finalement les éléments constitutifs de l'intelligence artificielle, au moins du point de vue du droit, ce qui est déjà un début. Alors, je m'empresse d'ajouter, si vous voulez, et ça c'est très important, que ce règlement est un règlement qui est en devenir. C'est-à-dire que ce règlement a la particularité, c'est prévu justement dans son dispositif, d'évoluer très très fréquemment. Donc là, nous avons la première version, et très rapidement, je pense que d'ici l'année prochaine, très probablement 2026, nous aurons en fait une version améliorée, parce que l'intérêt, c'est que nous avons un cadre juridique qui se veut être évolutif, j'allais dire, au même rythme que l'innovation intervient et fait évoluer le monde de l'IA. Alors, je vais pas vous assommer avec des définitions, mais je vais vous donner en fait une définition qui est certainement la plus importante. Donc, le législateur européen a défini le système d'IA. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'IA? Un système d'IA, comme vous pouvez le voir sur le slide,
c'est un logiciel qui est développé au moyen d'une ou plusieurs des techniques et approches énumérées à l'annexe 1, sous-entendu l'annexe 1 du règlement, et qui peut, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit. Alors, c'est intéressant cette définition parce qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels on va s'arrêter quelques minutes. Alors, je m'empresse déjà d'évacuer les techniques et approches énumérées à l'annexe 1. Effectivement, donc dans le règlement, vous avez une annexe 1 qui est extrêmement importante volumiquement parlant, parce qu'en fait, cette annexe définit un certain nombre de pratiques qui, dans certains cas, comme on va le voir un peu plus tard, sont interdites, et en tout cas donnent une approche de pratiques qui sont utilisées, qui peuvent être utilisées dans le cadre du développement d'IA et qui peuvent, dans certaines conditions, poser problème. Alors, ce qui est important à la base, c'est qu'on part du principe que le système d'IA, c'est en fait un ensemble de données d'objectifs définis par l'homme. Déjà, ça pose la situation. Et ce concept-là, il faut le garder à l'esprit parce qu'en fait, il sous-tend l'ensemble du dispositif de protection mis en œuvre par le règlement européen. En effet, là déjà, l'Union européenne, elle affiche en quelque sorte la marchandise. L'IA ne se fait pas sans l'homme, très clairement. Et tout le dispositif que l'on va voir et qui est contenu dans ce règlement, en fait, il est basé sur le contrôle et la supervision de l'humain. Alors, ce dispositif, donc, il est défini pour générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions. Alors, générer des résultats, on connaît déjà. En fait, vous prenez finalement un logiciel informatique, il génère des résultats, c'est l'objectif. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est qu'effectivement, le système d'IA, il a aussi pour objectif potentiel de générer des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit. Ça, c'est la grande nouveauté par rapport à un logiciel classique. C'est qu'en fait, on est bien sur un dispositif qui a la possibilité de faire évoluer son environnement proche ou lointain. Et ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est la vraie nouveauté de l'IA. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, là, déjà, dans cette définition, on part du principe que l'IA peut avoir une influence sur un environnement donné. Et quand on dit une influence, ce n'est pas n'importe quelle influence, parce que vous voyez, cette définition qui a été tirée, donc en fait, je crois que c'est l'article 5 du règlement, nous dit des prédictions, des recommandations. Donc on voit que là, dans ce cadre-là, l'IA va plus loin finalement qu'une application informatique classique. À cet égard, je souhaiterais vous donner un exemple qui, alors, c'est un petit peu un peu particulier parce que on ne parlait pas encore d'IA, mais finalement, l'outil concerné était déjà dans une logique d'IA. De quoi s'agit-il? Il existe depuis, je crois, une quinzaine d'années aux États-Unis des applications qui ont pour objectif de faciliter la restitution des jugements dans le cadre des poursuites judiciaires. Et cette application qui peut être utilisée, ce n'est pas une obligation, mais qui peut être utilisée donc par les tribunaux, permet en quelque sorte d'aller plus vite qu'un jugement traditionnel, parce qu'en fait, l'application, on rentre finalement les données en amont, l'application mouline et donne effectivement un résultat que le juge d'ailleurs peut suivre ou ne pas suivre, bien évidemment. Et on s'est rendu compte justement à l'utilisation de cette, notamment, vous avez aux États-Unis des organismes de protection des droits des personnes, et se sont rendus compte qu'en fait, d'abord, cette application est utilisée beaucoup dans les États du Sud, et que comme par hasard, cette application a tendance effectivement à rendre des jugements ou à proposer des jugements, des peines et des sentences, etc., qui sont toujours plus fortes dès lors que l'accusé est noir, qu'il habite dans une banlieue pourrie, et qu'évidemment il est d'une famille dysfonctionnelle, etc. Comme par hasard, je dirais comme par hasard. Et c'est bien justement ce type d'application que le règlement européen veut en quelque sorte bloquer, de manière à éviter qu'on se retrouve finalement avec un système d'assistance entre guillemets intelligent,
dont les résultats seront quasiment systématiquement biaisés. Voilà. Je referme la parenthèse, mais voilà, c'est pour vous donner justement, pour que vous puissiez toucher du doigt le type, de système d'IA que, le législateur européen veut éviter de voir se développer dans l'Union européenne. Alors, quels sont les objectifs de ce règlement? L'objectif principal, c'est ce qu'on appelle le développement d'une IA éthique. La notion d'éthique est importante parce que justement, c'est ce qui, là encore une fois, avec l'humain, c'est le deuxième pôle, enfin plutôt le deuxième pilier qui sous-tend la rédaction de cette réglementation. Protéger contre les atteintes à la vie privée, protection des données des personnes physiques et morales, protéger contre les atteintes à la dignité humaine, avec un sous-entendu qui est que les machines ne doivent pas remplacer les humains dans des situations où la dignité humaine peut être mise à mal. Alors typiquement, par exemple, c'est, comment dirais-je, le fait de mettre en place un système de reconnaissance au faciès qui permettrait, par exemple, de pister, tout simplement des travailleurs immigrés ou des travailleurs ou des, comment dirais-je, ou des personnes immigrées qui seraient en situation irrégulière. Je ne fais pas de commentaires, mais je vous rappelle qu'il y a un pays qui est en train de mettre en place ce genre de système. Je ne citerai pas lequel, je pense que vous savez de quoi je parle. Imposer transparence et explicabilité, c'est-à-dire comprendre comment une IA prend une décision et s'assurer que les systèmes d'IA sont équitables et non discriminatoires. Alors, ça, c'est un point qui est important, parce qu'en fait, on se rend compte que le développement exponentiel de la capacité des algorithmes d'IA de mettre en place des procédures décisionnelles va tellement vite que, je ne sais pas si vous avez la curiosité justement de lire des articles qui sont intervenus, je crois que c'était au mois de juin, où vous aviez certains ingénieurs dans les entreprises qui sont en train de développer des systèmes d'IA au niveau international, qui disaient que, en fait, on arrive maintenant à des concepts que l'homme ne peut plus comprendre. En tout cas, que l'homme, pour le moment, ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on sait effectivement que l'algorithme fonctionne parce qu'il donne des résultats, mais on ne sait pas comment il fonctionne. En l'état actuel, effectivement, des connaissances. C'est un petit peu inquiétant. Bon, il ne faut pas non plus trop exagérer, effectivement, sur ce type d'informations. Je pense qu'assez rapidement, on va bien comprendre comment ça fonctionne, mais il n'en reste pas moins que, finalement, on est quand même dans un cadre où il est important, effectivement, de bien comprendre comment fonctionne le dispositif. Ensuite, ce que souhaitait le législateur aussi, c'est unifier le droit applicable à l'intelligence artificielle dans l'Union européenne. Alors, ce point-là est important. Pourquoi? En fait, ce règlement, il a aussi un objectif qui est que le développement de l'intelligence artificielle dans les États membres de l'Union européenne, les 27 États membres de l'Union européenne, se fasse de façon harmonisée. Pourquoi? De manière à éviter qu'il y ait des États membres qui restent à la traîne alors que d'autres vont avancer plus vite. Tout simplement parce qu'en fait, évidemment, il faut quand même bien comprendre que vous avez dans l'Union européenne des déséquilibres, notamment économiques et sociaux, entre les différents États, et que bien évidemment, il est nécessaire que l'on ait des dispositifs qui soient transversaux et surtout qui puissent, comment dirais-je, se développer par des partenariats entre États membres de l'Union européenne. Et enfin, dernier point, faciliter l'innovation dans les entreprises numériques grâce à un cadre réglementaire stable, de manière à ce qu'effectivement les entreprises comprennent bien le cadre juridique qui limite en quelque sorte les risques relatifs à l'IA, de manière à ce que, ayant bien compris ces concepts, les entreprises puissent développer et puissent avancer dans la mise en œuvre d'une IA innovante et qui soit européenne. On voit bien là, si vous voulez, la préoccupation quand même de l'Union européenne de se départir finalement de cette dépendance vis-à-vis des anglo-saxons, qui donnent les résultats que l'on sait. Hein. Alors, comment fonctionne le dispositif qui est mis en œuvre du point de vue des entreprises? En fait, comme vous pouvez le voir sur le slide, l'approche mise en œuvre par le règlement est une approche basée sur la notion de risque. Cette notion de risque, en fait, se traduit par cette pyramide. Alors, comme vous le voyez, c'est une pyramide à 4 degrés, avec le pyramidion qui est en haut, en rouge, en fait, concerne les risques
dits inadmissibles, on y reviendra, et qui correspond en fait à des systèmes d'IA qui sont interdits au développement. Ensuite, en marron, vous avez ce qu'on appelle les risques élevés et qui permettent le développement d'IA à risque, mais sous réserve que l'entreprise concernée respecte un certain nombre de conditions que l'on va voir. Ensuite, en jaune et en vert, ce sont les systèmes d'IA qui peuvent être développés, qui ne présentent pas de risque majeur. Et à partir de ce moment-là, en fait, les contraintes administratives seront quasiment inexistantes. Donc, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien le fonctionnement, c'est qu'en fonction du risque présenté par le système d'IA ou l'outil d'IA qui sera développé, eh bien, le niveau de contrainte administrative imposé à l'entreprise sera fort, moins fort ou inexistant. C'est le principe de base. Avec évidemment une règle qui est fondamentale, c'est que le responsable, celui qui va devoir assumer en quelque sorte les risques, et c'est une responsabilité, c'est une obligation de résultat, non pas une obligation de moyens, c'est évidemment celui qui produit l'IA, celui qui l'apporte, ou qui l'apporte, et celui qui la mettra sur le marché. Donc il y a le règlement propose justement une chaîne de responsabilité qui est très précise, de manière à ce qu'on puisse sans aucun doute identifier le responsable de la mise en place d'un système d'IA qui aurait causé un préjudice à des personnes. Donc, si on reprend, si vous le voulez bien, les 4 niveaux de risque et donc les 4 niveaux d'IA qui sont proposés par le règlement. Tout d'abord, tout en haut, en rouge, ce que l'on appelle les IA présentant un risque inadmissible. Alors, entre parenthèses, l'article 2 du règlement présente justement une liste de ce qu'on appelle les IA inadmissibles. De quoi s'agit-il? Il s'agit par exemple les IA de notation sociale, de manipulation inconsciente, d'identification biométrique à distance dans les espaces publics, etc. etc. Bon, il y a toute une catégorisation de systèmes d'IA qui présentent un risque pour, comment dirais-je, les personnes privées, et donc développer, vendre et utiliser ce type d'IA en fait est strictement interdit. Avec à la clé, bien évidemment, des amendes relativement importantes, puisque l'amende maximum peut représenter 30 millions d'euros ou 6% du CA annuel mondial de l'entreprise qui aurait développé, vendu ou mis en œuvre ce type d'IA. Ensuite, vous avez le niveau en dessous, ce sont les IA qui présentent un risque élevé. Alors, ces IA qui présentent un risque élevé sont des IA qui, effectivement, sont considérées comme dangereuses du point de vue de la, comment dirais-je, de l'utilisation, de leur utilisation, mais qui néanmoins, compte tenu comment dirais-je, des avantages qu'elles peuvent proposer, peuvent être utilisées sous réserve de respecter un certain nombre de conditions. Alors, de quel système d'IA s'agit-il? Nous avons donc toutes les IA qui concernent, la régulation d'infrastructures critiques, telles que par exemple les infrastructures de transport, de fourniture, d'eau, d'énergie, etc. En fait, tout ce qui permet en quelque sorte le contrôle ou la régulation de services qui sont vitaux en quelque sorte pour la vie et la survie des individus. Alors, à ce stade-là, je crois que vous l'aurez compris. Finalement, la réglementation justement pour une IA éthique vise essentiellement la protection des intérêts des particuliers. En effet, et on va voir que c'est peut-être un manque, d'ailleurs, mais on en parlera tout à l'heure, on voit que finalement, l'objet principal de la protection du règlement, c'est le particulier, c'est-à-dire vous et moi. On verra tout à l'heure que c'est peut-être à ce stade, peut-être un peu insuffisant, mais on verra pourquoi. Donc, pour en revenir à ma liste d'IA, certes, présentant un risque élevé, mais néanmoins pouvant être utilisées parce qu'elles sont souhaitées apporter effectivement présenter un intérêt
en termes de développement économique important. Donc, les IA qui peuvent être amenés à contrôler les infrastructures critiques, les IA qui concernent l'accès à la formation, l'accès au travail, l'accès aux services publics et privés. Alors là, il y a une IA qui est particulièrement, plutôt, il y a des systèmes d'IA sur une thématique qui est particulièrement contrôlée. C'est ce qu'on appelle les notations financières. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une notation financière? Alors, on parle de notation financière, mais ça veut dire aussi comment dirais-je, toute évaluation, toute évaluation officieuse d'une personne. Par exemple, vous avez une banque qui reçoit une demande une demande par exemple d'emprunt, demande de prêt, émanant d'un particulier, et cette banque, elle transmet en fait le dossier avec les différents paramètres de la personne à une IA qui va rendre en fait la décision. Et donc qui va prendre une décision en fonction des éléments fournis par le demandeur. Alors par exemple, ses revenus, son patrimoine, sa situation de santé, et cetera, et cetera, et cetera. Là, on est effectivement dans une IA qui présente un risque majeur. Pour autant, ce n'est pas une IA interdite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on va considérer que dès lors que l'utilisateur de cette IA respecte les conditions que l'on va voir dans un instant, eh bien, cette IA peut quand même apporter un certain nombre de bénéfices, notamment en matière de rapidité de gestion de la demande. Ensuite, autre type d'IA qui présente un risque, c'est l'accès à une justice équitable et démocratique, c'est-à-dire que toute IA dont on a parlé, par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure, qui empêcherait l'accès à une justice équitable et démocratique, eh bien, ces IA-là sont par définition présentent un risque majeur, et donc on ne pourra pas les utiliser à moins de respecter certaines conditions que l'on va voir. Là aussi, ces différents systèmes d'IA, ces thématiques sont reprises à l'annexe 3 du règlement précité. Alors, quelles sont les conditions que devra mettre une entreprise pour pouvoir malgré tout développer des IA sur ces thématiques? Il y a plusieurs conditions qui sont, qui sont cumulatives. D'abord, il va falloir que l'entreprise mette en place ce qu'on appelle un système d'assurance qualité. Vous savez certainement qu'il y a des normes, notamment toute la série des normes ISO 9000 qui permettent justement de la certification des entreprises en matière de qualité. Donc ça sera c'est la première condition. La seconde condition, qui est une condition en valeur absolue, c'est qu'il y ait toujours un contrôle humain à un stade de l'utilisation du système d'IA. En général, c'est plutôt à la fin, c'est-à-dire un humain qui doit être là pour contrôler en quelque sorte le résultat fourni par le système d'IA. Ensuite, il y aura en fait l'utilisation de ce qu'on appelle le marquage CE de conformité. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un dispositif qui est très connu en fait dans le monde industriel et que vous connaissez certainement. Vous savez, c'est ce petit logo CE qu'on retrouve par exemple sur les appareils électroménagers, on retrouve sur quoi? Sur l'appareil électrique, appareil à gaz, enfin bref, ce sont des dispositifs qui sont apposés sur tel ou tel outil du quotidien et qui permettent de garantir que le produit en question, en fait, a été fabriqué en conformité avec des normes et en particulier des normes de sécurité. Alors, par exemple ça, vous voyez, vous avez une chaudière, par exemple, vous avez une chaudière à gaz, vous avez un marquage CE, ça veut dire que la chaudière, en fait, elle est conforme à ce qu'on appelle la directive appareil à gaz, et ça veut dire qu'elle a été construite selon des règles qui permettent de faire en sorte que vous pouvez utiliser la chaudière sans exploser et sans faire sauter le bâtiment. Donc, c'est quand même plutôt utile. Ce marquage CE est utile, pourquoi aussi? Parce qu'en fait, il fonctionne, donc, comme je vous le disais, grâce à l'utilisation de normes harmonisées, c'est-à-dire des normes qui sont identiques, parce qu'elles sont utilisées partout dans l'Union européenne. Entre parenthèses, ça permet d'ailleurs, ça facilite l'accès de ces produits au marché unique. Et dans un certain nombre de cas, ces normes qui sont utilisées permettent aussi à un certain nombre de dispositifs d'être contrôlés par des organismes qu'on appelle des organismes notifiés, c'est-à-dire des organismes de contrôle qui vont effectivement valider le fait que le produit est bien conforme aux normes, donc il peut être utilisé en toute sécurité. Et donc ces systèmes d'IA bénéficieront
de ce qu'on appelle une déclaration UE de conformité. Alors, là aussi, vous avez des sanctions, je ne reviens pas là-dessus, aussi des sanctions financières qui sont un petit peu moins importantes, mais qui restent quand même relativement importantes. Maintenant, nous avons ensuite les IA qui présentent un risque limité, voire pas de risque du tout. Alors, pour ces IA, je reviens un instant. La catégorie d'IA précédente, effectivement, je pense que vous avez bien noté que les conditions qui sont à remplir sont des conditions effectivement qui ont une réelle charge administrative. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, effectivement, il ne s'agit pas simplement de signer au bas d'un formulaire, hein. Ce sont des dispositifs qui sont complexes, qui nécessitent de la part du fabricant, de l'opérateur, un travail qui va, comment dirais-je, qui va se porter sur plusieurs mois, avec, dans la plupart des cas, la validation par un organisme certificateur externe. Et si effectivement l'organisme certificateur ne valide pas, en quelque sorte, le dispositif qu'on lui présente, eh bien, le système d'IA ne peut pas être commercialisé. Au moins, c'est clair. Ça apporte quand même une certaine garantie, en quelque sorte. Donc, c'est une certaine charge administrative et qui a un coût aussi. Tout ça étant, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, tout ça étant dans l'objectif, effectivement, de la protection des données des personnes. Alors, passons maintenant aux IA qui, finalement, présentent peu ou voire pas de risque. Dans ces cas-là, évidemment, les obligations administratives que nous venons de voir ne sont pas applicables. Qu'est-ce qu'on va demander finalement à l'entreprise qui va développer un système d'IA qui ne ressort pas des deux catégories précédentes? On va lui demander quelques informations finalement, enfin quelques informations relativement simples. Si par exemple vous avez une plateforme qui utilise ce qu'on appelle un chatbot, c'est-à-dire finalement un interlocuteur en ligne, mais qui n'est pas un individu, mais qui est une machine en l'occurrence, hein, pas donc un système d'IA, il sera obligatoire pour l'entreprise qui va développer la plateforme et développer le chatbot, et bien tout simplement de le mentionner. Dire attention, en face de vous, vous n'avez pas un humain, vous avez en fait un outil d'IA. De même, concernant les IA génératives, c'est-à-dire les IA qui produisent des contenus, audio, vidéo, texte, ce que vous voulez, il sera obligatoire de mentionner que ces contenus ont été produits avec l'aide de l'IA. Enfin, ce qui est peut-être aussi proposé par l'entreprise, mais ce n'est pas une obligation, c'est un encouragement. L'entreprise peut aussi, l'entreprise qui développe donc en fait des IA présentant un risque limité, elle peut aussi, il est encouragée à développer ce qu'on appelle tout simplement une charte éthique. C'est-à-dire finalement un code de conduite que, qu'elle va respecter pour prouver qu'elle est bien en phase et conforme à la réglementation concernant l'IA. Alors, ces codes de conduite, ces chartes éthiques, on les connaît déjà, hein, parce que toutes les entreprises, notamment les entreprises industrielles, ont développé déjà en matière, par exemple, de développement d'outils numériques, des chartes éthiques et des chartes d'utilisation qui, recouvrent à peu près ces mêmes objectifs en quelque sorte. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Puis alors, donc, pour la dernière catégorie, ce sont les IA qui présentent un risque inexistant. De ce point de vue-là, donc, il n'y a pas d'obligation particulière. Là encore, on recommande à l'entreprise qui développe une IA, même si cette IA ne présente pas de risque particulier, eh bien, on lui recommande quand même éventuellement, si elle peut, de mettre en place une charte éthique. Mais après, c'est du ressort effectivement de l'entreprise. En tout cas, il n'y aura pas de sanction ni de poursuite si effectivement l'entreprise ne souhaite pas développer cette charte éthique. Alors, oui, peut-être un point avant de terminer. Un élément complémentaire, je vais y revenir. Alors, concernant les IA présentant un risque élevé, il faut savoir que l'entreprise qui va développer une IA, et je dirais, alors évidemment, ça concerne les systèmes d'IA qui sont développés et qui présentent un risque élevé, mais même d'une manière générale, toute entreprise qui va développer en fait une IA doit avoir un système de conformité RGPD en œuvre, en état et conforme à la réglementation. Alors le RGPD, je vous le rappelle, hein, c'est le Règlement général sur la protection des données. C'est donc ce cadre juridique qui permet en quelque sorte de protéger les données personnelles qui sont utilisées par les entreprises, les commerces, les administrations, etc.
Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Donc le RGPD est mis en place depuis le 1er juin 2018 et donc c'est un dispositif justement qui est totalement associé à l'entrée en vigueur de l'IA Act et en cas de contrôle, par exemple, des services compétents, on va déjà la première chose que va regarder, le contrôleur, c'est savoir si l'entreprise a bien effectivement un système RGPD qui est en place et qui fonctionne. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation qui est un peu rapide, mais nous avons souhaité vous laisser, le temps suffisant pour poser des questions de manière à ce qu'on puisse évoquer justement, peut-être, comment dirais-je? Réfléchir justement à l'application de l'IA dans le cadre de vos activités, de vos professions. Encore une fois, parce que là, mon approche est une approche plutôt entreprise, mais effectivement, il y a un certain nombre de principes que l'on peut transposer effectivement vers le monde de la formation. Merci Monsieur Guillon. Du coup, il y a déjà quelques questions et j'encourage tout le monde à continuer à les formuler parce que c'est effectivement l'intérêt, c'est d'essayer de voir des illustrations précises dans les environnements de chacun. Donc, j'ai des questions qui sont liées à la pyramide des risques. Oui. Avez-vous un exemple d'IA qui présente un risque élevé sur l'accès à la formation? Et j'ai une question que je vous donne en même temps qui est corrélée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend vraiment par accès à la formation. Alors, c'est une très bonne question parce que, l'accès à la formation, c'est quelque chose de très vaste. L'idée, ce serait que, on ne pourrait, par exemple, accéder à une formation, je vais prendre un exemple, alors qui est peut-être pas tout à fait centré, mais vous m'en excuserez parce que c'est vrai que c'est pas trop mon domaine, mais je vais prendre un exemple auquel j'avais déjà réfléchi. C'est par exemple, nous avons, dans le domaine universitaire, nous avons en fin de licence l'accès en fait au master 1, master 2. Imaginons par exemple que l'accès au master 1, master 2 soit exclusivement lié en fait à une décision d'IA. Alors vous allez me dire avec, comment s'appelle là, le logiciel qui est Parcoursup? Parcoursup. On peut se poser des questions. Mais bon, admettons par exemple que Parcoursup soit exclusivement traité en forme d'IA. Eh bien ça, ce serait effectivement ça pourrait être considéré comme quelque chose d'interdit. À partir du moment où le développement de Parcoursup, ne correspondrait pas effectivement aux conditions qui ont été énumérées justement pour que l'application soit considérée comme légale. La problématique, si vous voulez, de l'accès à la formation, c'est principalement que l'on puisse, d'une manière ou d'une autre, laisser, la décision à un outil sans qu'il y ait à un moment donné l'intervention de l'humain. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on pourrait à partir de ce moment-là, en programmant en quelque sorte l'objectif, heu, initial de l'algorithme, on pourrait très facilement eh bien, tout simplement limiter l'accès à la formation peut-être à certains types de classes sociales, certains types d'origine géographique, d'origine sociale, d'origine, comment dirais-je? Aussi de couleur de peau, ou je sais quoi. Tout est possible. La formation, n'oublions pas, est quand même un élément qui est fondamental dans le développement de l'individu. Donc là, c'est vrai que la définition est un petit peu large, mais néanmoins elle est large. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas effectivement une définition trop étroite, laisse des champs entiers de possibilités à des discriminations. Merci. Alors, je continue hein, dans les questions et puis je vous enjoins à continuer à formuler dans le chat. Autre question, on était plus sur la partie normes et sur l'affichage, le marquage CE de conformité. Oui. On a cité quelque chose par rapport à du matériel avec par exemple la chaudière. Est-ce que du coup vous auriez une illustration ou une explication sur cette norme appliquée à une IA qui ne serait pas du matériel? Alors oui, tout à fait. Alors j'ai un exemple, alors vous m'excusez, c'est un exemple un petit peu, qui est dans le domaine industriel par la force des choses, hein, puisque c'est mon métier, mais je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé avec une entreprise qui, comment dirais-je? Une assez grosse entreprise d'ailleurs, qui apporte des services comment dirais-je? Aux agriculteurs. Donc elle traite notamment avec des céréaliers et cetera, et elle a développé en fait un outil d'IA qui a pour objectif alors sur la base, pour que vous compreniez bien, en fait, ça fait peut-être une trentaine d'années depuis qu'ils existent, qu'ils ont accumulé en fait des données sur notamment les récoltes, des données extrêmement pointues sur, des récoltes de tel type de produits, tel type de céréales et cetera, et à partir de ces comment dirais-je? De ces données accumulées, données masse énorme de données, ils ont développé un système d'IA qui a une vocation entre guillemets «prédictive». C'est-à-dire que ce système d'IA a pour objectif justement
exploitation par exploitation, de compte tenu des données accumulées, de dire, bah, voilà, cette année, par exemple, compte tenu de la météo qu'on va avoir, il y a réchauffement climatique, vous devriez à tel endroit planter telle chose, et cetera, et cetera. Bref, on est carrément dans de la prédiction, quelque part, d'une certaine façon. Eh bien, évidemment, c'est un service développé sur la base d'un algorithme. Cet algorithme il est documenté, il va être documenté et bien évidemment, dans le cas qui nous intéresse, il va y avoir en fait, un document qui est produit et ce document, en fait, va ce qu'on appelle une déclaration de conformité. C'est un document qui a une forme un petit peu un peu, normée et sur lequel il y a effectivement le logo marquage CE qui est apposé. Alors là, dans ce cas particulier, comme c'est une IA qui ne présente pas de risque pour comment dirais-je? Pour la protection des droits des particuliers, c'est ce qu'on appelle une auto-évaluation. Mais néanmoins, c'est un dispositif effectivement qui rentre dans le cadre du marquage CE et donc sur un document, il y aura en fait, heu, ce sera un document qui validera en quelque sorte le marquage CE et qui sera fourni aux clients dès lors que, les clients vont, comment dirais-je? Accepter la prestation qui sera proposée pour cette, entité. Alors pour essayer de projeter peut-être dans le cadre de la formation, heu, j'avoue que là j'ai pas d'idée précise, mais on pourrait imaginer par exemple, heu, admettons par exemple, je ne sais pas si ça serait légal, mais enfin admettons par exemple qu'il y ait un programme, heu, du ministère de l'Éducation nationale par exemple ou secrétariat d'État aux universités qui décide de favoriser par exemple, la promotion ou l'entrée dans une formation longue, d'étudiants issus des quartiers défavorisés. Admettons. Je ne sais pas si c'est possible. D'ailleurs, très franchement, j'y connais rien, mais admettons que ce soit possible, admettons que ce soit légal. Et que les organismes de formation qu'il y ait une entreprise qui développe pour les organismes de formation, en fait, une IA qui va sélectionner parmi ces critères le fait de l'origine de la personne, ou plutôt du candidat. En soi, déjà, c'est quelque chose qui serait interdit. Mais quand même, quelque part, on est, finalement dans une mission de service public où on va favoriser tel type de candidat par rapport aux autres. Eh bien, comme on est à la base, en valeur absolue, c'est un dispositif qui serait interdit puisque là, là, on est clairement sur une discrimination sur l'origine, hein. Ça serait en valeur absolue, c'est interdit. Mais néanmoins, compte tenu, comment dirais-je, de l'intérêt que pourrait éventuellement, présenter ce système d'IA, on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait une société de services informatiques qui développe pour, des centres de formation d'une région donnée, ce type d'IA qui fera une présélection, par exemple, d'étudiants issus de quartiers défavorisés. Et bien dans ce cas-là, effectivement, compte tenu du risque présenté par ce type d'IA, à ce moment-là, cette IA devrait être, comment dirais-je, certifiée par un organisme extérieur. C'est-à-dire, en fait, par un organisme de certification qui pourrait être, alors je ne sais pas, parce que je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas si on a d'ores et déjà défini justement quels sont les organismes de certification, bah, admettons que ce soit par exemple l'AFNOR ou voilà, vous voyez, des organismes comme celui-ci. Mais là, on serait typiquement effectivement dans un exemple, de système d'IA certifié selon le marquage C. Alors une autre question, qu'on n'a pas abordée puisqu'on parle du cadre européen, c'était de se dire, là, il y a une forme de protection par rapport au périmètre des États membres. La question qui est posée, c'est de savoir comment on se protège vis-à-vis des IA qui viennent d'autres pays et qui sont forcément, hors périmètre. Oui. Alors, donc, les IA, prenons, on va les nommer, hein, c'est ChatGPT par exemple, hein. Alors, toute personne qui, introduit sur le territoire de l'Union européenne, qui va importer une IA, est soumise à la réglementation, aux réglementations. Donc ça, c'est une règle absolue, exactement dans les mêmes conditions qu'une entreprise de services informatiques qui va développer une IA purement européenne, purement française, purement allemande, purement italienne, par exemple. Donc ça, c'est la règle, c'est de la valeur absolue. Ensuite, et vous allez me dire: «Mais c'est pas, évidemment totalement parfait parce qu'après tout, oui, bah, les IA comme ChatGPT, en fait, ils viennent de l'extérieur. Est-ce qu'ils sont vraiment conformes?» Toutes ces IA qui viennent de l'extérieur doivent impérativement mettre en œuvre un dispositif ou permettre de mettre en œuvre un dispositif qui permet en quelque sorte de bloquer les données quant à l'alimentation de l'IA. Je m'explique. Vous avez certainement dû constater que l'IA, il y a une particularité, c'est que les IA, en fait, elles s'auto-alimentent. C'est-à-dire qu'en gros, elles se
elles s'améliorent, elles auto-apprennent en fonction des données dont vous les nourrissez. Alors déjà, la première chose à faire, c'est que, compte tenu effectivement de comment dirais-je, on sait très bien que OpenAI et tout ça, ce sont des entreprises qui effectivement, vis-à-vis des données, déjà, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, par exemple, et en Chine, la notion de données personnelles n'existe pas. Toute donnée est une donnée commerciale. Donc déjà, la première chose, c'est d'éviter de fournir à ces IA, des données qui sont sensibles. Je vais vous donner un exemple. Évidemment, toujours dans le domaine, j'allais dire économique. Hem, heu, un expert comptable, par exemple, qui va utiliser l'IA pour faire, comment dirais-je, le bilan annuel de son entreprise, s'il ne prend pas un minimum de précautions, il fait une énorme connerie. Parce que les données vont être dispersées aux 4 coins, de la sphère, mondiale de ce point de vue, hein. Donc tous les dispositifs d'IA que nous importons en l'occurrence, doivent comporter un dispositif qui permet en quelque sorte de refuser, que les données justement aillent alimenter toute la sphère de l'IA concernée. Si vous ne trouvez pas ce dispositif-là, changez d'IA. Alors, comme en règle générale, les IA qui sont utilisées le plus souvent sont Copilot, sont, ChatGPT et cetera, Mistral. Ces IA-là, on n'a pas de souci, elles sont conformes. Des IA plus exotiques ou plus, comment dirais-je, plus artisanales qui effectivement ne comporteraient pas ce type de dispositif de sécurité, bannissez-les. Il y a aussi, de ce point de vue-là, une obligation de responsabilité de la part des utilisateurs. N'utilisez pas l'IA, ne nourrissez pas l'IA avec tout et n'importe quoi. On a déjà dit, du point de vue du RGPD, qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi sur internet. Des fois, quand je vois ce qu'on autorise nos enfants à mettre sur internet, des fois, moi, je prends des, comment dirais-je, des scènes frayeurs parce que c'est à un moment donné, faut être cohérent et réaliste, hein. Ce sont pas des ils sont pas nos amis, hein. C'est pas parce que c'est gratuit que ce sont nos amis et l'IA encore moins que YouTube ou comment ou Facebook, hein. Ce ne sont pas nos amis, donc ayons un comportement responsable et essayons effectivement de voir que déjà comment on peut se protéger. On a repris les questions du chat, hein. On a encore quelques minutes, si, chacun veut se mettre à son clavier pour, compléter. Peut-être, qu'on peut compléter, par, un questionnement sur, finalement, si on avait des conseils à donner par rapport à ce que vous venez d'évoquer, dans une logique, imaginons qu'on est un organisme de formation, une entreprise, qui, commence à utiliser l'IA de façon un peu récurrente. Est-ce que, on pourrait, peut-être se formuler une petite liste comme ça de conseils qui reprennent les éléments, que vous avez évoqués? Oui, alors, déjà première chose, bien évaluer les systèmes d'IA que vous allez autoriser dans l'entreprise, que ce soit dans centre de formation ou autre, hein. C'est-à-dire on n'autorise pas tous les IA. Ensuite, deuxième chose, l'accès de l'IA aux collaborateurs, collaboratrices doit être encadré. En gros, on ne va que sur les IA qui ont été contrôlées par la DSI, Direction des services informatiques. On réglemente aussi à l'intérieur de l'entreprise les données que l'on va mettre en œuvre sur l'IA. Par exemple, on va éviter effectivement d'utiliser l'IA, pour, comment dirais-je? Pour, structurer sa démarche commerciale. La démarche commerciale d'entreprise, en fait, c'est son savoir-faire. Imaginez que cette démarche commerciale s'en va à tous les vents. Non, non, ça en évite, hein. Donc, protection de l'utilisation de l'IA, supervision de l'utilisation de l'IA et tout ça rédigé ensuite dans le cadre d'une charte qu'on va appeler charte numérique, charte d'IA, ce que vous voulez. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, hem, finalement, en l'état actuel, alors c'est un petit peu moins vrai depuis l'entrée en vigueur du règlement, mais finalement, il y en a pas beaucoup d'éléments, j'allais dire, permettant d'encadrer la sanction, vis-à-vis d'un collaborateur ou d'une collaboratrice qui aurait, sciemment ou inconsciemment utilisé de façon abusive les outils numériques qui sont mis à sa disposition, dont l'IA. Donc il est fondamental de rédiger finalement une sorte de guide d'utilisation des outils numériques incluant l'IA, qui permettent en quelque sorte de définir, heu, ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il y a des exemples de guides qui sont partagés à votre connaissance et qui pourraient, structurer un peu les démarches?
Pas encore, pas Pas encore, encore. parce qu'en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui est, alors pas encore, pourquoi aussi? Parce que, comment vous dire? C'est éminemment, intrinsèque à la structure. Bien sûr qu'il y a des principes qui sont partagés par toutes les entreprises, mais par exemple, concernant, évidemment, mettons qu'on rédige une charte d'IA pour tel ou tel organisme de formation, ça va être forcément adapté à cet organisme de formation et c'est assez différent d'une entreprise, donc comme celle avec laquelle j'ai travaillé, qui elle gère justement, des données en matière de production, agricole, si vous voulez. Même s'il y a un certain nombre de principes qui sont communs, c'est certain. Merci. Alors je regarde questions chat, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Ça veut dire qu'on a fait le tour, des éléments de questionnement. On va se laisser encore 1 minute, c'est votre dernière possibilité Alors d'échange, en en attendant, 1 minute. oui, je vais peut-être évoquer un sujet qui est un sujet récurrent, c'est, comment peut-on dépister, enfin, comment peut-on dépister effectivement les étudiants qui utilisent l'IA, comment dirais-je? Pour truquer en quelque sorte leurs examens? Alors 2 choses, lorsqu'on a un petit peu d'expérience, on se rend compte que finalement les textes qui sont produits par des IA génératives, en fait, on les comment dirais-je? On les identifie. On les identifie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, n'oubliez pas que l'IA fonctionne sur ce qu'on appelle une logique probabiliste. C'est-à-dire que l'IA, en fait, va apporter une réponse en fonction de, comment dirais-je? En fonction de ce qui est le plus fréquent sur internet. Parce que l'IA fonctionne comme ça. Vous posez une question, ce qu'on appelle un prompt à l'IA, l'IA va, à une vitesse fulgurante, récupérer des réponses de ce qu'il y a sur internet et l'IA n'invente rien, elle ne crée rien. L'IA, en fait, simplement, elle elle concatène et elle interprète à sa façon, des résultats selon une logique probabiliste, c'est-à-dire en fonction du pourcentage de réponses. En gros, si effectivement vous posez une question et que, il y a, 80 des réponses sur internet qui vont dans ce sens-là, la réponse qu'on vous a transmise, elle va dans le même sens. C'est ce qu'on appelle les biais. Si par exemple, admettons, je vais vous dire une bêtise, mais admettons que l'IA, vous pose la question: «Est-ce que la Terre est plate?» et puis l'IA, admettons, par exemple, trouve, sur internet effectivement, une majorité de comment dirais-je? De sources qui disent que la Terre est plate et l'IA vous dira: «Oui, la Terre est plate». Encore une fois, l'IA n'invente rien, hein. Il y a aucune création dans l'IA. C'est une, comment dirais-je? C'est une concaténation, une interprétation de résultats. Donc, heu, l'IA ne peut pas traiter les sources en fonction de leur pertinence. C'est-à-dire qu'il y a 500 fakes qui disent que la Terre est plate et puis une réelle étude, de scientifiques, comment dirais-je? Digne de ce nom qui dit que la Terre est ronde, l'IA dira que la Terre est plate. Parce que l'IA n'est pas en capacité de traiter la pertinence des sources. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, heu, l'IA se nourrit d'autres IA en priorité. Donc ça veut dire que l'IA, ça crée des hallucinations. Parce qu'effectivement, vous avez 10 IA qui racontent la même bêtise, la 11e vous dira la même bêtise, mais en plus de ça, en augmentant, en l'occurrence. Donc pour en revenir en fait à la question qu'on se pose, savoir comment effectivement contrôler, comment être sûr par exemple qu'une copie d'un canal d'examen n'est pas issue de l'IA, bah, avec un peu de temps et avec un peu de comment dirais-je? D'entraînement, on se rend compte lorsque la réponse est une réponse qui est neutre, c'est-à-dire qui est, correcte, sans irrégularité. Parce qu'un étudiant, de toute façon, il va mieux connaître telle partie de son document que d'autres, donc il y a des irrégularités dans son document. Mais comment dirais-je? Une réponse qui est uniformément neutre a de fortes chances d'être produite par l'IA. Et puis, et ça sera le dernier point, vous avez maintenant, comment dirais-je? Des IA qui traquent justement l'utilisation des IA, en quelque sorte. Merci beaucoup. Va arriver à la fin de notre temps, qui était prévu jusqu'à midi. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui étaient, très riches. Il y a plus d'autres questions si ce n'est de télécharger l'IA Act que nous, intégrerons dans l'infographie de synthèse. Donc, je pense que Christine, on peut donner quelques mots de conclusion. Oui, très bien. Mais en tout cas, un grand, grand merci à Monsieur Guillon, hein, pour cette présentation qui nous a permis d'avoir un éclairage beaucoup plus précis justement sur cette réglementation. Donc, eh bien, merci à vous, merci de nous avoir, enfin, d'avoir accepté de
partager vos connaissances sur le sujet. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alexia, je te Alors, laisse. je me joins aux remerciements et donc j'invite tout le monde à nous faire un petit retour sur cet événement. Quand vous allez nous quitter, vous aurez accès à un petit questionnaire qui permet voilà, de donner votre satisfaction et puis également de nous proposer un ou plusieurs autres thèmes pour les prochaines programmations de temps fort. On les regarde avec beaucoup d'intérêt, donc n'hésitez pas et puis peut-être conseil, essayez de contextualiser les thématiques que vous nous proposez de manière à ce que on voit exactement quel est le sujet que vous voulez aborder dans le détail. Ça sera précieux pour l'année 2026. Eh bien, merci à tous. Et puis, donc, les temps forts continuent, hein, même, bon, pas forcément cette année, mais en tout cas pour 2026, il y a déjà tout un programme de prédéfini. Et donc, le prochain épisode sera consacré aux reconversions et mobilités, c'est-à-dire l'éclairage du réseau Avenir Actif en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ce temps fort est déjà en ligne. N'hésitez pas à vous y inscrire dès maintenant. Et donc, nous vous souhaitons de très, très belles fêtes de fin d'année et nous vous disons bien à 2026. Merci à tous. À très Belle bientôt. fête de 20 années et à bientôt sur les prochains temps forts.